L'affaire Péronne. Notre histoire commence en 1970. Roger Péronne, chauffeur à son compte et père de famille, son épouse Caroline, mère au foyer, décide d'acheter une vieille maison isolée à Harrisville, dans le Rhode Island, aux États-Unis. La propriété fut autrefois une ancienne plantation, établie par le colon John Smith en 1680, et fut vendue par la suite à un certain Roger Williams lors de la formation de l'État de Rhode Island. Elle est située sur un immense terrain de 800 mètres carrés, constitué d'une ancienne ferme de 10 pièces, bâtie en 1736, et d'une très grande grange. La ferme semble quelque peu vétuste, mais pour Roger et Caroline, c'est l'endroit rêvé pour que leurs 5 filles, Christine, Andrea, Nancy, Cindy et April, puissent grandir et s'épanouir en toute liberté. Le jour de l'emménagement, la famille est enthousiaste à l'idée de vivre dans cette maison. Mais alors qu'ils déballaient les meubles, l'ancien propriétaire de la demeure vint leur donner un bien étrange conseil. Il leur dit « Laissez les lumières allumées la nuit ». L'homme ne dit rien de plus, laissant les Péronne perplexes. La famille commença une nouvelle vie dans leur nouvelle maison, et tout semble aller pour le mieux. Mais des événements étranges vont faire leur apparition, et les Péronne vont alors découvrir la raison de l'étrange avertissement de l'ancien propriétaire. C'est en 1971 que les premières entités surnaturelles vont se manifester. Ils découvrent que la ferme est hantée par plusieurs esprits, mais ces esprits semble inoffensif et ne manifeste aucune agressivité envers les Péronne. Et pour cause, l'un des esprits laissait derrière lui une délicate odeur de fleurs, un autre venait systématiquement embrasser les filles dans leur lit pour leur dire bonne nuit, le fantôme d'un petit garçon s'amusait à faire rouler de sa main invisible des voitures miniatures, et les Péronne entendaient régulièrement des bruits de balayage provenant de la cuisine. Quand Roger et Caroline entraient dans la pièce, ils constatèrent que le balai avait été déplacé et un petit tas de saleté attendait au milieu de la pièce d'être jeté à la poubelle. Un autre esprit, que la famille appelait Manny, très apprécié de Cindy et April, hantait les lieux. Ils pensaient qu'il était l'esprit d'un certain Johnny Arnold, un homme qui se serait pendu dans le grenier au XVIIIe siècle. Manny rôdait souvent autour des filles, les regardant jouer et vaquer à leurs occupations en arborant un sourire tordu, amusé par les jeux. Si le moindre contact visuel s'établissait entre Manny et l'un des membres de la famille, celui-ci disparaissait aussi vite qu'il était apparu. Les Péronne étaient apeurés par tout ce qui se passait chez eux, mais se disent être capables de vivre avec tous ces événements, car aucun des esprits ne leur voulait du mal. Ils étaient également témoins de phénomènes télékinétiques, comme l'héli qui lévitait à quelques centimètres du sol, le combiné du téléphone qui planait dans les airs avant de retomber sur sa base quand une personne entrait dans la pièce, les photos qui se décrochaient des murs inexplicablement, et divers déplacements d'objets comme les chaises brusquement retirées alors qu'une personne était assise dessus. Des manifestations inoffensives au premier abord, mais qui devinrent par la suite de plus en plus angoissantes. Du sang se mit à suinter d'une orange. Le spectre d'une petite fille en robe de velours vert hurlait toute la nuit, empêchant les Péronne de trouver le sommeil. Un autre ne cessait de torturer la pauvre petite Cindy, âgée de 8 ans, en lui répétant sans cesse la mort enterrée dans le mur. Si certains des esprits qui hantaient la maison étaient inoffensifs, d'autres étaient au contraire malveillants, et allaient jusqu'à tirer les jambes et les cheveux des filles au beau milieu de la nuit, et s'amusaient à claquer les portes pour les bloquer afin que plus personne ne puisse les ouvrir. Les Péronne étaient terrorisés par la tournure que prenaient les événements, mais le pire était à venir, car l'esprit qui s'en prenait aux filles la nuit était loin d'être le plus terrifiant. En effet,
la créature la plus malveillante de la maison semblait s'acharner sur Caroline Perron, la mère de famille. L'entité en question avait une apparence particulièrement hideuse. Son visage était semblable à une ruche d'abeilles desséchée, recouvert d'une toile d'araignée. Celui-ci était dépourvu de traits humains, laissant apparaître des crevasses sur sa peau ridée, dans lesquelles rampait de la vermine qui accentuait sa laideur. Sa peau était grisâtre, et sa tête ronde penchait d'un côté comme si sa nuque avait été brisée. Lorsque celle-ci apparaissait, on pouvait sentir sa malfaisance se répandre dans la pièce. L'entité tourmentait souvent Caroline et Cindy, mais Roger, le père de famille, semblait obtenir ses faveurs. La cave semblait être l'épicentre des manifestations de l'entité, et de ce fait, la famille évitait d'y mettre les pieds. Durant leur séjour, le chauffage tomba en panne à plusieurs reprises, et le seul moyen de le réparer était de descendre à la cave. Roger descendit les escaliers et pouvait sentir la présence froide et puante de l'entité. Celle-ci allait jusqu'à le toucher, lui caressait doucement le cou pendant qu'il travaillait. Elle semblait beaucoup apprécier M. Perron, contrairement à sa femme qu'elle haïssait et qu'elle tentait de chasser de la maison. Caroline en perdit le sommeil et commença à sombrer dans la dépression. Madame Perron a dit qu'elle s'était réveillée un matin avant l'aube et qu'elle avait aperçu une apparition près de son lit. La tête d'une vieille femme pendait sur le côté, sur une vieille robe grise. Puis, une voix avait résonné. L'entité se montrait cruelle envers Caroline. Elle la pinçait, la giflait ou lui jetait des objets, en allant jusqu'à jeter des torches enflammées sur son lit pour la terroriser et la faire partir. Un jour, alors que Caroline dormait sur le canapé, elle ressentit tout d'un coup une vive douleur au mollet. Elle aperçut alors une trace de sang, semblable à une piqûre en forme de cercle. C'était comme si une grosse aiguille à coudre avait été plantée sa peau, d'après Andrea Perron. La famille Perron est à bout et ne souhaite qu'une chose, quitter la maison. Mais la famille n'a pas les moyens de déménager et est malheureusement contrainte de rester. La rencontre entre les Perron et les Warren fut totalement le fruit du hasard. Ed et Lorraine furent amenés dans le Rhode Island par un groupe de chercheurs du paranormal et s'étaient tout simplement retrouvés devant chez eux. Caroline Perron raconta. Madame Warren est venue dans la maison sans rien savoir. Elle est entrée dans la cuisine et elle a dit « Je sens une présence sombre » et son nom est Bathsheba. En effet, d'après les informations recueillies par les Warren, Bathsheba Sherman était une femme soupçonnée de sorcellerie. Née en 1812 dans le Rhode Island, Bathsheba Taylor aurait épousé un homme du nom de Judson Sherman le 10 mars 1844 à Thompson dans le Connecticut. Femme au foyer alors que son mari travaillait comme agriculteur sur leur terre, non loin de la ferme, Bathsheba aurait connu une vie de solitude. Elle serait devenue une paria de la société après avoir été accusée du meurtre de son bébé. L'enfant fut retrouvé avec une grande aiguille plantée à la base de son crâne, Bathsheba l'ayant sacrifié en hommage à Satan. Mais celle-ci fut innocentée suite à l'abandon de l'affaire, faute de preuves. Elle aurait également eu 3 autres enfants, dont aucun n'aurait dépassé l'âge de 4 ans. Pourtant, selon les archives, elle aurait eu un fils en mars 1849, prénommé Herbert, qui aurait vécu normalement et serait devenu agriculteur comme son père. Bathsheba Sherman mit fin à ses jours en se pendant à un arbre derrière la grange, le 25 mai 1885, après avoir pratiqué des rituels sataniques afin qu'elle puisse demeurer en ces lieux et hanter la ferme pour toujours. Lorsque son corps fut retrouvé, celui-ci était étrangement figé, comme si elle s'était transformée en pierre.
un phénomène qui laissa le médecin légiste perplexe. D'après les Warren, Bathsheba aurait également maudit quiconque vivrait sur sa propriété. Plusieurs tragédies se seraient déroulées après sa disparition. 2 suicides par pendaison, 1 par le poison, le viol et l'assassinat d'une fillette de 11 ans, 2 noyades dans un ruisseau près de la maison, 4 hommes mystérieusement morts de froid, ainsi que la pendaison d'une vieille femme de 93 ans au chevron de la grange. La situation semble désespérée lorsque le couple Warren arrive. Caroline semble anéantie. La famille n'en peut plus d'être constamment attaquée et craignent pour leur vie. Les Perron acceptent l'aide des Warren et sont même soulagés. Dès l'instant où elle a franchi la porte d'entrée de la maison, Lorraine aperçoit la présence maléfique autour des Perron, une ombre noire qui semble s'être accrochée à eux. Elle ressent également la présence des autres entités qui ne sont pas néfastes, mais semblent retenues prisonnières de Bathsheba. C'est alors que Ed commence à interroger chaque membre de la famille. Les Perron n'étaient pas croyants, et les Warren sont persuadés que cette absence de foi fut un des facteurs des attaques violentes de l'entité envers eux. Lorraine expliqua plus tard « Vous n'avez que votre foi comme protection. J'ai toujours eu ma foi. La protection de Dieu m'a permis de faire cela. À ce moment-là, les Perron n'avaient pas de religion, et c'était très dangereux. » En 1974, Ed et Lorraine firent de nombreux voyages pour enquêter dans la maison, mais jamais ils ne tentèrent un exorcisme. Une nuit, durant l'une de leurs séances, la situation dégénéra et Caroline Perron fut possédée par l'esprit de Bathsheba. Ce soir-là, les Warren étaient venus avec un prêtre et des techniciens. Andrea Perron et une de ses sœurs s'étaient cachées et assistèrent à la scène terrifiée. L'esprit maléfique fit preuve d'une incroyable puissance et Andrea crut que sa mère était en train de mourir. Elle témoigna. « Je pensais que j'allais m'évanouir. Ma mère a commencé à parler une langue qui n'était pas de ce monde, avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise a lévité et elle l'a projetée à travers la pièce. » Caroline Perron décrivit les événements de la nuit comme terribles. Et même si les intentions des Warren étaient louables, les choses avaient dégénéré suite à leur intervention. Bouleversé par la situation, Roger Perron chasse le couple Warren de la maison. Des années plus tard, il déclara « Son corps entier était déformé, et ça a duré plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils en chassent le démon. Ensuite, je les ai mis dehors. » L'intervention des Warren fut un échec, et la famille Perron dut se résigner au fait qu'ils ne vivraient jamais seuls dans la maison. Le calvaire des Perron aura duré 10 ans. 10 ans de souffrance quand en 1980, la famille put enfin partir pour la Géorgie. On apprit par la suite que les propriétaires qui leur ont succédé avaient également connu des expériences paranormales dans la ferme, mais beaucoup moins intenses que celles connues par les Perron. Bien des années plus tard, l'une des filles Perron, Andrea, devint écrivaine et relata toute l'histoire dans une trilogie de livres nommée House of Darkness, House of Light, The True Story. Livres sur lesquels se base également le film Conjuring, Les Dossiers Warren, sorti en 2013, qui connut un succès retentissant. Celui-ci permit de mettre en lumière Ed et Lorraine Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal, et la terrifiante histoire de la famille Perron. Bien que dans le film de nombreux éléments aient été changés du récit original, la réalité dépassa largement la fiction. Ce fut l'une des affaires les plus compliquées que les Warren eurent à traiter. Lorraine Warren, peu de temps après la sortie du long métrage, commenta l'affaire en ces termes. « Mon Dieu, c'était quelque chose, ce cas d'Harrisville.